Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur Politique pour un nouveau numéro qui se penche aujourd'hui sur la sortie, la première d'ailleurs depuis le début du conflit en Ukraine, du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une sortie qu'il a menée tout droit au Congrès américain où il a donné libre cours à tous ses talents d'orateur, plus que du courage. Son discours est qualifié d'audacieux. Il annonce la couleur d'abord en clamant que l'Ukraine ne se rendra jamais et rajoutera que l'aide militaire octroyée à l'Ukraine est en fait un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie et non de la charité. Un discours applaudi par les membres du Congrès, mais fortement critiqué par Moscou qui y voit une aggravation du conflit. Une lecture s'impose donc ce soir avec nos invités. Nous recevons Karine Béché-Golovko, professeure à l'Université de Moscou par Skype depuis Moscou. Madame Karine, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonsoir, c'est toujours avec plaisir. Et également Monsieur Manuel Pouchelet, expert en questions internationales de géopolitique et de sécurité. Monsieur Manuel Pouchelet, bonsoir et merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, bonsoir. Alors, pour commencer, un discours qui a fait réagir. Quelle lecture peut-on faire de ce discours avec vous, madame Karine Golovko ? Bonsoir. Il me semble qu'il ne faut quand même pas surestimer le discours puisque la force d'un discours dépend beaucoup de la personne qui le prononce. Or, nous savons très bien quand même que Zelensky est un personnage factice. C'est une marionnette qui est mise en place et qui remplit le rôle qui lui a été demandé de remplir. Donc, il est important non pas de prendre ce discours au premier degré, mais de le prendre au second degré. C'est-à-dire, pourquoi cette mise en scène a-t-elle été réalisée? Et là, ça devient déjà beaucoup plus intéressant, puisque l'on se rappellera qu'après les élections de midterms, qui ont vu arriver, en tout cas remonter les républicains, beaucoup s'attendaient à un changement de la politique américaine à l'égard de l'Ukraine. Or, l'on voit ainsi, avec cette mise en scène, ce discours, toute cette montée médiatique autour, arriver quand même à comparer Zelensky avec Churchill, il me semble qu'il faut quand même aller très très loin. Et donc tout cela doit montrer en fait que les États-Unis continuent leur aide à l'Ukraine, que les élections n'ont strictement rien changé et qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire de l'Ukraine et la défaite de la Russie. Très bien. Alors, Monsieur Manuel Pouchelet, comment doit-on décrypter ce discours, d'autant plus qu'il est qualifié un peu d'audacieux, il a été également qualifié, je dirais, d'un discours pas trop sérieux, parce que de toute façon, en parlant, Zelensky incombe également toute cette responsabilité, à savoir qu'il prend la responsabilité de tout, de défendre toute l'Europe. Le discours du président Zelensky, si vous voulez, est très particulier. C'est un président qui maîtrise parfaitement les outils de communication qui sont mis à sa disposition, notamment dans un monde où on est ultra médiatisé. La visite également du président Zelensky, si vous voulez, se déroule avec 300 jours de conflit. Oui. Donc, si vous voulez, en termes de durée, au niveau américain, c'est très important, dans la mesure où, si vous voulez, on se trouve avec des données importantes. Les États-Unis renouvellent leur soutien à l'Ukraine. On parle uniquement de renouvellement militaire, mais je vous ferai remarquer qu'il n'y a rien qui a été dit concernant, si vous voulez, de potentielles négociations diplomatiques avec la Russie. Les Américains, ils sont quand même attentifs. L'objectif n'est pas de braquer la Russie, puisqu'on sait que ce conflit risquerait de s'annoncer dans une durée incommensurable où le président Zelensky mène les cartes. En ce qui concerne se faire le porte-parole de l'Europe est un jeu dangereux, puisque je vous ferai remarquer que le président Zelensky s'est directement rendu aux États-Unis. Oui. Et en message diplomatique, c'est important. Quand vous avez un président en déplacement, surtout en conflit, s'il ne s'arrête pas dans les capitales qui le soutiennent, c'est un message d'affront. Donc maintenant, nous attendons peut-être au retour, peut-être l'arrêt du président Zelensky dans des capitales européennes, mais moi personnellement, je n'y crois pas. Les États-Unis marquent au fer rouge de leur empreinte ce conflit en Europe et montrent qu'ils demeurent les maîtres de la situation dans leur soutien à l'Ukraine.
Oui, alors, Madame Karine Golovko, Joe Biden, pour sa part, a promis de continuer à renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre, confirmant que son pays va fournir encore davantage de systèmes, donc l'Ukraine, de systèmes sophistiqués de défense aérienne. Il s'agit donc des Patriotes. Qu'en pensez-vous ? C'est exact. Les États-Unis, qui sont peut-être attentifs à des négociations, en attendant fournissent des armes et font tout pour que le conflit s'aggrave. Non pas dur, parce que le but n'est pas la question de la durée. Tout le monde veut qu'il finisse rapidement. La question étant de savoir comment il doit finir, puisqu'un conflit finit soit par la victoire d'un côté et la défaite de l'autre. Oui. Donc les États-Unis font tout pour effectivement que eux, puissent gagner, puisque l'Ukraine, elle, est un pays qui est déjà coupé en morceaux, qui est complètement vidé économiquement, qui est complètement vidé politiquement. Rappelons que tous les partis d'opposition ont été très démocratiquement interdits. Donc, c'est un pays qui est juridiquement et politiquement totalement inexistant. Donc, une figure qui est à la tête de ce pays, si vous voulez, qui soit en déplacement aux États-Unis, en Europe, en Chine ou en Inde, finalement, ça n'a strictement aucune signification. La question n'est pas de savoir s'il fait un affront ou pas à l'Europe. Il ne fait pas un affront à l'Europe. Il ne fait rien. Lui, il va où on lui dit d'aller. Et ce qu'il a fait, simplement, il a bien fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire son acte de soumission par rapport aux États-Unis. Les États-Unis doivent justifier la livraison d'armes à l'Ukraine. Or, on voit qu'il y a quand même des dissensions au niveau des parlementaires américains. Donc, il a fallu faire venir la marionnette pour qu'elle s'exprime devant les parlementaires, qu'elle fasse un beau discours qui lui a été écrit, puisque quand même, on va dire qu'il maîtrise peut-être les instruments de communication, mais c'est pas lui qui a organisé les conférences de presse, et c'est pas lui non plus qui a écrit ses discours. Donc, comme un acteur qu'il est, qu'il a toujours été, qu'il continue à être, il a lu son discours, il a rempli son rôle. Et ça, c'était le but, légitimer le fait que le clan globaliste au pouvoir aux États-Unis puisse continuer à fournir une aide militaire à l'Ukraine dans l'intérêt des atlantistes, pas dans l'intérêt des Ukrainiens, parce que ce sont eux qui partent au combat, c'est leur pays qui est en train de se faire écrabouiller depuis 2014 et pas par la Russie. Donc c'est réellement dans l'intérêt des atlantistes. On rappellera quand même la question du clan Biden en Ukraine, des intérêts du fils Hunter Biden, qui joue aussi pour l'intérêt de toute la famille. Donc il y a derrière cela à la fois un intérêt, une guerre géopolitique, et en ce qui concerne très concrètement les Biden, un conflit d'intérêts très personnel qui est quand même un comportement passablement mafieux. Oui. Donc, nous voyons quand même, les choses ne sont pas si belles, si claires d'un beau président qui fait une grande sortie depuis le début d'un conflit. Non, l'Ukraine est en conflit, en tout cas depuis 2014, contre son propre peuple. Et là, simplement, il a eu besoin d'aller aux États-Unis parce que Biden et les démocrates se sont retrouvés en position un peu plus compliquée quand même au niveau de la politique intérieure et qu'il a fallu justifier le fait que rien ne change au niveau de la ligne stratégique américaine. Oui, alors une réaction quand même de la part de Moscou. Le Kremlin, déjà hier, avant qu'il ne prononce son discours devant le Congrès, avait dénoncé le fait que Joe Biden ou les États-Unis encore renforcent les Ukrainiens par les armes, y compris donc les missiles et les patriotes. Aujourd'hui, il fait donc son discours auprès du Congrès où il est applaudi, ce qui fait dire en quelque sorte à l'ambassadeur russe ou des États-Unis qui a qualifié ce voyage de hollywoodien, ce qui n'a pas beaucoup plu non plus à l'administration Bush. Qu'en pensez-vous, monsieur Manuel Pouchelet? Moi, je pense que de toute façon, le discours diplomatique est toujours très juste. C'est vrai, il y a une forme d'Hollywood. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'art de la parole, on est dans l'art de la démonstration et, j'allais dire, de la métaphore. On sait que le passé du président Zelensky, qui est un acteur, on vient de le souligner avec ce rôle de marionnette. Mais attention, ne nous y trompons pas. Je pense que pour beaucoup de personnes, le masque va tomber tôt ou tard. Cette visite suscite beaucoup d'interrogations, notamment en Europe, où on s'aperçoit que finalement, je répète volontairement que les Américains sont les maîtres du jeu dans cette affaire-là. On parlait de vente d'armes, et je vous ferai remarquer que les missiles patriotes qui vont être envoyés en Ukraine sont ni plus ni moins que d'une technologie ancienne. Si M. Zelensky avait eu l'audace de demander une protection de son espace aérien,
contre l'attaque des drones, il aurait mieux fait de s'adresser à Israël et son système de dôme de fer qui est nettement plus efficace. Une chose est sûre, les Américains, si vous voulez, font la même, j'allais dire, on parlait de scénario hollywoodien, ils le font eux-mêmes. Il y a toujours cette image à la Maison-Blanche devant la cheminée, ensuite le discours devant le Congrès. Donc, si vous voulez, tout est millimétré, mais ne soyons pas aveugles, on sait pertinemment que cette visite on va dire, a été programmée depuis de longs mois, puisqu'une visite d'un chef d'État ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en même temps, on se retrouve aussi avec des Américains qui, pour une fois, vont être obligés de clarifier leur position. Là, on a parlé beaucoup d'armement, mais je vous ferai remarquer qu'en début de conflit, le président Biden avait également dit, et personne ne s'en est vraiment souvenu, qu'il fallait quand même offrir aussi au président Poutine une sortie honorable de ce conflit. Pour l'instant, il semble que cela s'inscrive dans la durée. Tant M. Zelensky que M. Biden vont confronter aussi les Européens à leurs contradictions. Et ça, malheureusement, c'est un point pour lequel nous n'avons toujours pas de réponse. Alors, quelle sortie honorable? Comment peut-on décrypter, lorsqu'on parle de sortie honorable, qu'on va offrir à M. Poutine? La sortie honorable à M. Poutine, si vous voulez, elle va devoir se faire puisque c'est quand même, comment dirais-je, on se retrouve confronté avec un dossier qui est lourd. L'Ukraine a été envahie en 2014 et ensuite est arrivé avec le passé que l'on connaît, avec toutes les tergiversations côté ukrainien qui sont malheureusement importantes. Le président Poutine a une politique rude, a une politique ferme et également, je vous ferai remarquer qu'on a également besoin de l'aide russe sur d'autres théâtres. Il n'y a pas que l'Ukraine sur la planète, vous avez également la présence de la Russie en Syrie, qui est aussi engagée au même titre que les Américains dans la lutte contre le terrorisme et qu'il ne faut pas sous-estimer. En revanche, l'Ukraine aujourd'hui pose des questions en Europe. On voit que cela divise, même au sein du clan européen, je parle de l'Union européenne précisément, on a également un pays comme la Hongrie qui discute toujours avec la Russie et qui risque même de bénéficier d'approvisionnements russes en ressources naturelles. Donc si vous voulez, M. Poutine est le personnage avec qui il faut négocier, sans quoi on risque à de nouvelles frustrations et notamment les dernières décisions américaines d'envoi d'armements beaucoup plus lourds risqueraient de muscler le discours de M. Poutine où l'on parle dans certains milieux concernés ou informés d'une possible offensive d'hiver. Vous voyez finalement, cette guerre en Ukraine va s'inscrire dans la durée. Et les Européens ne savent toujours pas quelle issue trouver. Excusez-moi. Oui. En revanche, il faut laisser à la Russie et maintenir le dialogue tel que le président français a toujours tenté de le faire, en tous les cas par le biais de son ministère des Affaires étrangères, et c'est important de le signaler aussi ce soir. Oui, alors très bien. Madame Karine Golovko, alors on pourrait dire certains observateurs, certains détracteurs, même certaines critiques, surtout dans les médias occidentaux, et on l'a entendu beaucoup de versions. Après tout, on va dire que celui qui a déclenché cette offensive, c'est à peu près la Russie, et donc la Russie ne cherche pas vraiment à faire la paix. Donc pourquoi l'Ukraine irait parler de paix lorsqu'on parle donc de l'armement de l'Ukraine? Sauf que ce n'est pas du tout le cas et qu'à aucun moment, dans les discours, les sorties de Zelensky, il n'y a eu où le dialogue n'a été abordé. Aucun moment, le dialogue n'a été proposé aux deux parties. C'est exact. Pour revenir un petit peu quand même sur la question qui a été posée à laquelle vous n'avez pas eu de réponse, quelle garantie? Effectivement, oui, il faudrait proposer des garanties. Mais la question de savoir qui propose des garanties en fin de conflit. C'est le vainqueur qui propose des garanties au vaincu. Ça s'est toujours passé comme ça. Donc, lorsque l'on dit que les États-Unis doivent, et l'Europe ou la France doit présenter des garanties à la Russie, ça veut dire que l'on envisage dans le clan Atlantis uniquement la défaite de la Russie. Si vous ne prétendez pas proposer des garanties à un vainqueur, c'est assez absurde. À partir de là, déjà, toute la notion même de pourparler et de négociation est complètement faussée. Par ailleurs, que faut-il négocier? Et là, Zelensky a été très clair et Biden l'a parfaitement soutenu et ouvertement soutenu. C'est que, comme la Russie est soi-disant l'agresseur, mais ce n'est pas elle qui a lancé l'armée ukrainienne dans le Donbass en 2014, ce n'est pas elle qui a formé l'armée ukrainienne depuis la chute de l'Union soviétique, c'est l'OTAN,
Et je rappellerai aussi que ce n'est pas la Russie qui a mis des ministres américains et européens dans le premier gouvernement soi-disant national après le Maïdan. Donc si l'on parle d'occupation, effectivement, il y a une occupation, mais il semble qu'elle soit beaucoup plus atlantiste que russe. En tout cas, sur la grande partie du territoire ukrainien, puisque justement le Donbass, lui, s'est prononcé pour rentrer en Russie, alors que personne n'a demandé en Ukraine à rentrer dans le camp atlantiste. Il y a quand même ici une petite nuance qui serait quand même bon de se souvenir. Et que propose Zelensky comme soi-disant mesure de négociation, c'est le fait que la Russie rembourse la guerre, c'est-à-dire qu'en fait, elle rembourse toutes les armes, etc., qui sont fournies par les États-Unis et par l'Europe, parce que quelqu'un va bien devoir payer à un moment donné toutes ces armes. Et ça n'est pas gratuit, une guerre. Et ce n'est certainement pas l'Ukraine qui va payer, c'est celui qui va perdre qui va payer. Et ça aussi, c'est une raison pour laquelle ni les États-Unis ni l'Europe n'ont absolument envie de perdre. Et c'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, le Sénat américain vient de proposer d'ajouter un amendement aux lois de budget pour l'année prochaine, à la loi de budget américain l'année prochaine, qui prévoit la possibilité de la confiscation des avoirs gelés des particuliers russes. Piocher dans la source, quoi. Absolument. Ils veulent absolument simplement se faire payer. C'est ce qu'on appelle une certaine forme de négociation. Et deuxième condition qui est avancée, c'est la restauration de ce que Vladimir Zelensky appelle l'intégrité territoriale. Et là, soyons un petit peu juristes et laissons un peu la politique de côté quand même. Si en 2014, il y a eu une révolution, ça veut dire qu'il y a eu une rupture dans la continuité de l'État comme État en Ukraine. Et les Ukrainiens reconnaissent cette révolution puisqu'ils l'appellent même la révolution de la dignité. À partir du moment où il y a une rupture dans la continuité de l'État, chaque population, chaque partie du territoire est libre de renouveler ou de ne pas renouveler ce consensus social qui va conduire à la fondation du nouvel État. Post-Maïdan en l'occurrence. Donc, de quelle intégrité territoriale s'agit-il? Quand la Crimée a voulu sortir, elle l'a fait alors qu'il y avait une révolution. Quand le Donbass a voulu sortir, il l'a fait alors qu'il y avait une révolution qui doit les obliger à aller contre la volonté exprimée par ces peuples. Et là, on voit qu'il y a une impasse totale au niveau des possibilités de négociation et de pourparlers aujourd'hui. C'est pour ça que quand chacun parle de pourparlers d'un côté comme de l'autre, quand chacun dit qu'il va falloir s'asseoir à la table des négociations, c'est-à-dire qu'il attend que l'autre reconnaisse qu'il dépose les armes. Donc, il y a une défaite, parce que la Russie ne peut pas accepter de perdre ces territoires-là, comme le camp atlantiste ne peut pas se permettre de ne pas récupérer tous les territoires de l'Ukraine qui ont été perdus suite à la révolution du Maïdan. Déjà, ils n'ont pas accepté la Crimée à l'époque, alors qu'ils pouvaient réintégrer le Donbass avec les accords de Minsk, qui devait rentrer dans ce cas-là dans le cadre du territoire ukrainien. Personne n'a fait rien pour que ce soit mis en place, comme d'ailleurs Merkel l'a rappelé il n'y a pas longtemps de cela. Il n'y avait aucune volonté de toute manière pour les mettre en place, ces accords de Minsk. Pourquoi maintenant devrait-il y avoir une volonté alors que la situation est beaucoup plus radicalisée? Oui. Alors, Monsieur Manuel Pouchelet, Moscou proteste. Pourquoi Moscou proteste et s'indigne? Kiev ou Zelensky ont bien le droit de se défendre, diront certains observateurs, et on l'a entendu aussi sur les médias de l'Occident. Et donc la question est pourquoi? On va la reposer à leur manière. Pourquoi Moscou proteste? Puisque la protestation de Moscou semble apparemment étonner beaucoup que l'Ukraine se fasse approvisionner de jour en jour, de mois en mois par les Américains et qu'ils ne s'en cachent pas. Oui, comme dans toute guerre, vous savez, il y a toujours un clan qui en soutient un autre. Et malheureusement, je pense que la Russie proteste comme toute autre nation qui protesterait quand elle est engagée dans un conflit. Ça fait partie des éléments de langage et puis d'une guerre, si vous voulez. Mais quelque part, la Russie s'inquiète aussi de voir que les Américains financent cette guerre et font une guerre interposée par proxy interposé de manière assez violente. Maintenant, la Russie, si vous voulez, est une puissance étatique, membre du Conseil de sécurité, et elle rappelle ces éléments de langage, ce qui est tout à fait normal. Je pense que chacun dans son camp rappelle ces éléments de langage, et de manière à, si vous voulez, où on constate une impasse,
Et je ferai remarquer que malheureusement, la médiation qui a été tentée par la Turquie, qu'on sait qui est soutenue par l'OTAN, donc les États-Unis, n'a pas pour le moment abouti, si vous voulez. Je pense que l'idéal, c'est moins il y a d'acteurs qui entrent en négociation, plus facile sera celle-ci. Maintenant, l'objet de la négociation, c'est quel est-il, si vous voulez. Donc, pour répondre précisément, les protestations russes, je ne vais pas dire qu'elles sont légitimes, mais elles se justifient ce soir, puisque c'est une réponse aux tergiversations et gesticulations américaines dans la région. Je vous ferai remarquer que la Russie est nettement plus européenne qu'asiatique, puisque Moscou est en Europe. Et malheureusement, je pense qu'il est aussi grand temps d'ouvrir les yeux aux Européens de se rapprocher de la Russie pour négocier et pas de voir uniquement au travers du prisme américain. Oui. Les Américains, on le sait, ont des intérêts privés et particuliers, puisqu'on sait l'implication du fils de M. Biden dans certaines affaires, que les Américains sont également, entre guillemets, je dis bien, propriétaires de certaines fermes et de production de céréales. Donc, si vous voulez, voilà. C'est une situation qui est délicate, pour laquelle il faut avancer avec la plus grande prudence dans les négociations, si tant est qu'on puisse en trouver. Et puis, je pense que la moindre des politesses, c'est aussi de répondre aux interrogations de la Russie et de proposer des éléments de langage clairs. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, alors c'est pour ça que le Kremlin a estimé que de nouvelles livraisons, je cite, de nouvelles livraisons d'armes ne feront qu'aggraver le conflit. Cela peut-être semble affecter personne, en tous les cas pour l'instant, personne, il n'y a pas d'oreille entendeur, puisque de toute façon, Zelensky affirme que l'Ukraine ne se rendra jamais. Alors comment faut-il lire ces déclarations de Zelensky, Madame Golovko, ne se rendra jamais, ce n'est pas de la charité, mais c'est un investissement pour la démocratie et pour en Europe ou en Occident. Alors, est-ce qu'il s'appuie sur ces déclarations pour avoir encore plus d'alliés? Alors, il faut remettre effectivement les paroles de Zelensky dans le contexte. Zelensky, comme on l'a vu, est donc allé aux États-Unis sur demande des États-Unis. Il a fait acte de soumission, il a rappelé son allégeance et de toute façon, il n'a pas le choix, sinon il saute. Donc, quelle est la politique américaine derrière Zelensky? Parce que ce que ça montre, ce voyage, c'est que Zelensky n'est pas la marionnette de l'Europe, c'est la marionnette des États-Unis qui, à travers cette marionnette, impose sa volonté à l'Europe. Donc là, on voit également, en fait, par ricochet, la soumission totale de l'Union européenne qui a été soulevée à juste titre par votre expert. Et c'est vrai qu'il y a un sérieux problème parce que l'Europe aurait pu jouer un rôle modérateur dans cette volonté d'hégémonie américaine qui utilise l'Ukraine justement pour renforcer sa position, mais elle est complètement absente de la scène géopolitique et elle est complètement soumise. Donc, à partir de là, je dirais qu'il y a effectivement une espèce d'impasse dans laquelle l'on tombe et qu'attendre peu de choses, puisque de toute façon, il est évident que le conflit est fait non pas pour durer, mais pour aller jusqu'au bout. Ça peut être rapide, ça peut être long. Il y a des chances que ce soit long, mais on ne sait jamais comment les choses évoluent sur le terrain. Et de toute manière, oui, il y aura des négociations. Le président Poutine l'a rappelé aujourd'hui aussi. Mais ces négociations, comme on l'a dit, et c'est pour parler de paix, soit ils interviennent après une victoire, soit ils interviennent après une défaite. Et dans les deux cas, ce sont des paix complètement différentes qui nous attendent derrière. Oui. Et ça, il serait bon aussi pour les pays européens d'y réfléchir. Est-ce qu'ils ont envie de vivre dans une Pax Americana qui n'a strictement aucune limite, ou est-ce que enfin les pays européens pourraient essayer de reprendre un petit peu de leur souveraineté, leur autonomie, et essayer de relever la tête pour montrer qu'eux aussi ont des intérêts légitimes qui n'ont rien à voir avec les intérêts globalistes et atlantistes. Oui, alors juste un dernier mot, Monsieur Manuel Pouchelet, très court, je vous demanderai d'être bref. Est-ce qu'on ne va pas vers une guerre d'usure? En tous les cas, est-ce que ce n'est pas le vœu des États-Unis qui le montre aujourd'hui par message interposé, c'est-à-dire le discours de Zelensky? Oui, les Américains utilisent la parole de M. Zelensky pour s'exprimer. Moi, je trouve ce qui est très maladroit. Je pense plutôt qu'il serait bon ton que les Américains parlent
Et d'ailleurs, par respect aussi par rapport à M. Poutine, qu'on vient de dire, qui s'est exprimé sur la question, ce serait bien que M. Biden fasse une déclaration et non par l'intermédiaire de M. Zelensky, qui de toute façon, on peut le dire, est aux ordres de Washington. Mais quelque part, cette parole sera nettement plus authentique et nettement plus forte. Moi, je pars du principe qu'on pourrait évoquer ce soir le proverbe perse, ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent et le présent t'appartient. Donc maintenant, il est temps aussi aux Européens de s'affirmer malgré leur division, il faut le dire, les Européens sont divisés, et de faire en sorte que les Américains puissent trouver une issue favorable à ce conflit, et ce sera mon dernier mot. Merci beaucoup, Monsieur Manuel Pouchelet. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de géopolitique et sécuritaire, que vous étiez avec nous depuis Paris par Skype. Merci à vous, Madame Karine Béchette-Golovko. Vous êtes professeure à l'Université de Moscou. Vous étiez avec nous depuis Moscou à travers le Skype. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Politique et un nouveau thème. Au revoir.